On va parler aujourd'hui d'une autre notion, qui est une notion terrible pour les surdoués, après la notion de fusion, une notion qui est très proche, qui est la notion de toute puissance. Quand je dis que c'est une notion terrible, c'est que c'est aussi une de celles fondées par la psychanalyse, autour desquelles beaucoup de surdoués se tyrannisent. On connaît, et pas simplement dans la bouche de psychanalystes, mais on connaît parce que c'est passé dans le langage courant, dans les conceptions courantes de la psyché, l'idée que, évidemment, de la même manière que le fantasme de fusion, le fantasme de toute puissance serait un fantasme tout à fait infantile, et que, bien sûr, grandir, c'est-à-dire tuer le père et cesser d'être dans une espèce d'idéalisation de la relation fusionnelle avec la mère, ce serait abandonner ces fantasmes pour de bon, ce serait accepter la limite. La fameuse acceptation de la limite, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais parce qu'elle est tellement un des lieux communs qu'on entend en permanence, et puis en même temps, c'est pas si simple d'y résister, parce que bien sûr qu'il y a quelque chose qui semble de cet ordre dans l'équilibre d'un être humain, qu'en plus, avant d'être conception reprise par la psychanalyse, finalement cette acceptation de la limite, cette juste mesure, c'est quelque chose qui est une idée importante en Occident depuis quasiment les Grecs anciens, quasiment non. La plupart des mythes grecs mettent en scène des individus qui commettent le péché d'hubris. L'hubris, c'est la démesure qui défie les dieux et qui en sont punis. Et donc, toute la théorie de la juste mesure aristotélicienne, précisément, à dire que une vertu, c'est un juste milieu entre deux contraires qui sont deux pathologies. Le courage, c'est un juste milieu entre la lâcheté d'un côté et la témérité de l'autre. Et que donc l'important, c'est de rester dans la mesure, à l'intérieur de la limite. Raisonner, ça vient de ratio en latin. Ratio, c'est le rapport, c'est le rapport d'un nombre par rapport à un autre. C'est une fraction. Là encore, il s'agit d'être dans la limite, de pouvoir mesurer, de délimiter, de sortir de l'indéfini ou de l'infini. Donc, si l'être humain, pour être le plus accompli possible, doit être guidé par sa raison, il doit être guidé par la faculté qui, précisément, définit des limites. Raisonner, conceptualiser, c'est définir rigoureusement, et définir rigoureusement un concept, c'est précisément transformer un mot en concept, c'est lui donner une limite à son extension, à l'intérieur de laquelle, du coup, on va pouvoir explorer ce qu'il y a à explorer pour pouvoir le faire jouer de manière précise dans un raisonnement. Donc, bien sûr que la théorisation de la limite et de la nécessité d'accepter la limite ou de se fonder autour de la limite, c'est une conception qui a beaucoup pour elle, sans même parler du rapport est très étroit entre la limite et la loi, et de la nécessité de lois et de règles pour qu'un groupe fonctionne, et donc évidemment de la nécessité que les individus acceptent ces règles-là. Donc, tout ça fait que cette théorisation proposée par la psychanalyse d'un passage à l'âge adulte, à la maturité, scandée au fond par l'intériorisation de la loi, c'est-à-dire l'acceptation très profonde de la limite, justement, par opposition à quoi d'ailleurs? Par opposition, comme toujours dès lors qu'on parle de la raison, par opposition au désir, et au désir dans ce qu'il peut avoir d'illimité. Et là encore, on revient à des réflexions grecques qu'on trouve chez Épicure, qu'on trouve chez les stoïciens, sur cette espèce qu'on trouve déjà chez Platon, sur cette multiplication à l'infini de la mécanique du désir, qui semble ne jamais s'arrêter, et qui semble pouvoir en plus rebondir d'objet en objet, comme si son objet se dérobait constamment. Donc ce désir illimité, ce potentiel désir infini, puisque l'être humain peut désirer à peu près tout et n'importe quoi, et ne parvient d'une certaine manière, en tout cas en apparence, jamais à satiété, s'opposerait justement à la raison, la loi, celle qui dit où doit s'arrêter le désir et qui accepte la frustration. Bien entendu, il y a là quelque chose qui est très puissant théoriquement, et qui s'est aussi très puissamment inscrit dans nos conceptions et dans nos représentations de nous-mêmes. Donc c'est pas simplement un discours de la psychanalyse. Et donc par opposition à cet individu mûr, il y aurait cet enfant qui à la fois veut fusionner avec maman et qui, dans la tyrannie de son désir, a une espèce de fantasme de toute puissance. Il voudrait tout posséder, tout maîtriser, tout conquérir. Et bien sûr, finalement, la maturation, ce serait d'accepter que, évidemment, c'est pas possible. Bon. Donc,
Celui qui resterait prisonnier de son fantasme de toute-puissance, celui qui resterait dans un fantasme de toute-puissance, n'aurait pas eu accès à ce qui permet à un individu de grandir, de mûrir, il serait au fond pas adulte, il ne serait pas achevé. Et bien sûr, le surdoué quand il va consulter. Évidemment, qu'est-ce qu'il dit régulièrement à son psy? Quand il ose le dire, parce qu'il n'ose pas toujours le dire, mais s'il ose le dire, il énonce quelque chose qui explicitement se donne comme de la toute-puissance, du fantasme de toute-puissance. Il aimerait tout connaître. Il aimerait arriver à comprendre complètement quelque chose. Par exemple, que s'il fait de la recherche, et qu'il arrive avec sa souffrance de surdoué, c'est-à-dire qu'il arrive en disant « Oui, voilà, mon directeur de thèse voudrait que je travaille sur tel petit angle très précis, et que je fasse tel... » Mais moi, c'est pas ça. Moi, j'ai envie de complètement comprendre. J'ai envie de tout comprendre. Il est dans la toute-puissance, en apparence en tout cas. Il est dans l'illimité, explicite. Et évidemment, il est forcément en échec par rapport à cette illimité, parce qu'évidemment, il n'y parvient pas. D'où son désespoir. D'où, en tout cas, en apparence, son désespoir. Parce que c'est là qu'il y a un biais. Et c'est là, précisément, que notre perspective vient s'insérer. Ce que nous avons fait dans notre bouquin, et c'est le cœur de notre réflexion, c'est pas tant de repartir de la psychanalyse que de repartir de l'ethnographie et de ce que l'ethnographie nous raconte des systèmes de croyances dans lesquels les êtres humains vivent, dans à peu près toutes les sociétés. Et ce qui s'observe assez nettement, c'est que dans le fonctionnement typique, bon, j'ai déjà parlé du fantasme de fusion, qui, à mon sens, est au cœur du fonctionnement typique. C'est-à-dire qu'il y a un fantasme de fusion, il y a une fusion imaginaire qui est constamment à l'œuvre, mais qui est à l'œuvre, je l'ai déjà expliqué, par des biais qui font qu'elle n'est pas immédiatement apparente, puisque c'est pas une fusion avec l'interlocuteur en face de soi, c'est une fusion avec le groupe, avec des modèles. De la même façon, par l'intermédiaire de la loi. Et donc c'est pas du tout un rapport d'acceptation rationnelle de la loi et de la limite, c'est un rapport qui est sous-tendu, au fond, par cet enjeu imaginaire de la fusion. De la même façon, si on interroge la toute-puissance, qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement typique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour l'individu qui adhère assez profondément, très en profondeur, au récit collectif des groupes auxquels il s'identifie? Qu'est-ce qui se passe pour cet individu-là? C'est très flagrant. Pour ça, le plus intéressant, c'est peut-être d'aller voir directement, finalement, dans des sociétés où c'est explicite, où c'est mis en scène de façon explicite, ces croyances-là. Prenons les sociétés amérindiennes. Sociétés amérindiennes dont, je crois l'avoir déjà dit, finalement, pour ceux qui n'ont pas lu d'anthropologie, c'est très simple, allez voir le film Avatar de James Cameron. Les Na'vi, les créatures bleues, c'est les Amérindiens d'Amazonie. Ils sont très fortement inspirés. Analysons un peu leurs croyances. Leur croyance, c'est une croyance dans laquelle ils appartiennent à un ensemble qui est la Terre. Enfin, la Terre. C'est une planète, c'est une sorte de terre-mère, une sorte de divinité primordiale, et qui n'est pas réellement conçue comme une divinité au sens qu'on donne nous à ce terme, c'est une sorte d'entité spirituelle qui est à la fois une et plurielle. C'est-à-dire, elle est une parce qu'elle rassemble toute la spiritualité, c'est un ensemble un, et en même temps, finalement, il y a des esprits partout, il y a de l'esprit partout. D'une certaine façon, chaque créature vivante, mais même chaque élément naturel, est une sorte d'esprit, une incarnation au fond de cette entité primordiale qu'est la Terre. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la philosophie, on n'est pas très loin d'un certain spinozisme, où finalement, à la fois tout est un, tout est dans une entité qu'on va appeler Dieu, que Spinoza va appeler Dieu, mais son Dieu, il est très paradoxal, puisque finalement, il n'existe au fond que par son incarnation dans des modes, et ces modes sont, chez les Na'vi, finalement, l'esprit de tel animal, l'âme de tel arbre, etc., etc. Bon. En tout cas, dans cette unité que forme ce tout, il y a une unité profondément spirituelle. Chaque geste, accompli par un Na'vi, même le geste le plus anodin, chaque geste est sacré. Et d'ailleurs, c'est une chose que les historiens des religions, les historiens des croyances connaissent bien, c'est-à-dire qu'en fait, la séparation d'un espace profane et d'un espace sacré, c'est une séparation qui n'est pas immédiate, qui n'est pas dans toutes les sociétés. Dans la plupart des sociétés dites primitives, qui ont des croyances de type animiste, même si le mot et le concept est très large et en fait très flou, mais des croyances de ces sociétés pré-agricoles,
la plupart du temps, tout acte emporte explicitement du sacré avec lui. C'est-à-dire qu'il est codifié et il met en jeu les esprits. Il n'y a pas un temple où on irait prier la divinité ou les esprits, et puis des endroits où les esprits ne sont pas. Non, ils sont partout, ils sont dans chaque pièce. Et pas seulement ils sont dans chaque pièce, mais ils nous regardent tout faire. Nous sommes traversés par eux dans tout ce que nous faisons. Pas simplement quand on est vraiment dans un rituel conçu comme tel. Bon, évidemment, il y a des moments très privilégiés dans ce rapport aux esprits, mais enfin, l'Indien d'Amazonie, même quand il boit une bière de manioc avec un pote, même quand il va pisser, quand il fait l'amour, etc., il fait partie de quelque chose qui est magique et qui met en jeu les esprits. Et du coup, d'ailleurs, s'il ne le fait pas de la bonne manière, il risque de fâcher les esprits. Et fâcher les esprits, c'est quoi dans ces croyances-là ? C'est pas juste s'attirer les foudres des esprits sur soi. Fâcher les esprits, c'est prendre le risque d'ébranler l'ordre du monde. Réellement, hein, c'est-à-dire que c'est prendre le risque, notamment, d'introduire un point de clivage, un point de conflit entre la tribu à laquelle on appartient et le reste de l'organisation tribale, le reste du monde. Un chasseur amérindien qui tue un animal qu'il n'aurait pas dû tuer par accident, avec ses sardacanes, il tue une femelle enceinte, une femelle qui est prête à mettre bas, alors que normalement les lois sacrées de la transaction qui s'opère entre tribus, parce qu'en fait quand il va chasser, il donne quelque chose à la tribu de l'animal qu'il chasse, exactement comme il reçoit le corps de l'animal pour se nourrir, bref, enfin, ces liens-là qui sont minutieusement réglés par un ensemble de lois sont brisés. Et à partir du moment où c'est brisé, c'est toute sa tribu qui risque d'en payer le prix. Et globalement, c'est l'ordre du monde qui est en péril. Il y a une sorte de reflet du microcosme et du macrocosme constant. Donc, si on va au bout de ce que ça signifie, là, je le regarde juste sous l'angle de la faute. Bon, la faute risque de mettre en péril l'ordre du monde, quelle qu'elle soit, même aussi infime soit-elle. À rebours, ça veut dire que dans chaque acte, si je fais exactement ce que je suis censé faire, je suis en train, dans chaque acte, de soutenir l'ordre du monde tout entier. Il y a là un fantasme de toute puissance qui est constamment à l'œuvre. Toute puissance qui n'est pas pensée imaginairement à l'échelle individuelle. C'est pas au sens où l'individu se penserait comme créateur d'un monde, pas du tout. Mais il se pense investi d'une responsabilité potentiellement infinie. Et donc, toute puissance en ce que, finalement, son acte a pour lui, imaginairement, des résonances et des répercussions infinies. Et c'est au cœur, ça, de quelque chose qui dépasse très largement telle ou telle situation ethnologique donnée, c'est-à-dire tel ou tel peuple dans telle ou telle situation avec tel ou tel mode de croyance. Ce dont nous sommes repartis dans notre réflexion, c'est de cette fameuse conscience, j'en reparle régulièrement, du temps qui passe, de la mort, de la solitude existentielle. Cette triple conscience qui nous menace de sidération. Et ce que nous avons envisagé comme perspective, ce que nous avons posé comme question, et dont je pense que poser dans ces termes, c'est une question nouvelle, c'est finalement quels sont les modes de récit qui vont permettre à un individu, à un groupe bien sûr, mais d'abord à un individu, d'affronter cette conscience et de ne pas sombrer dans la sidération. Et ce dont nous sommes persuadés, c'est que ce que la psychanalyse nomme fantasme de fusion ou fantasme de toute puissance, c'est-à-dire aussi bien le fantasme que j'appartiens à une entité qui me dépasse infiniment et que je suis en continuité avec cette entité, ce qui, d'une certaine manière, m'immortalise, bien sûr, imaginairement. Ça pour le fantasme de fusion. Que du côté du fantasme de toute puissance, quand j'agis, mon action ne se limite pas à ce que j'en vois, elle ne cesse finalement à la fois dans l'espace et dans le temps. Il y a deux infinis là, elle ne cesse d'avoir des résonances, elle a des échos sur tout le reste du monde, et ces échos vont perdurer dans le temps et vont s'inscrire finalement dans une durée potentiellement infinie. Ça, du côté de la toute-puissance. Qu'en fait, notre conviction, et c'est ça qu'on essaie de creuser, c'est que le fait que le récit par lequel un individu donne sens à son existence contienne ces deux modalités imaginaires est une nécessité pour que ce récit puisse nous permettre d'affronter la conscience du temps, de la mort et de notre singularité, de notre solitude, sans sidération. Si nous avons raison, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie d'abord que, bien entendu,
le récit qui tient un individu ne peut pas être entièrement rationnel. Les enjeux imaginaires, irrationnels qu'il contient, sont irrationnels en ce que, de toute façon, forcément, on est en train de parler là d'infini, d'indéfini. Justement, c'est irrationnel ne serait qu'en cela. Alors après, évidemment, l'individu ne construit pas son récit tout seul. Et c'est là où intervient toute la question du groupe, des récits collectifs, et de la manière de la relation complexe que l'individu entretient avec ces récits collectifs. Est-ce qu'il se les incorpore, est-ce qu'il se les incorpore en les fétichisant, il y adhère inconditionnellement dans une modalité typique, ou est-ce qu'il est en train d'essayer de créer son récit subjectif dans une dialectique avec les récits collectifs, parce que bien sûr, il ne le fait jamais ex nihilo, à partir de rien et hors de tout récit collectif. Bon, et ça, ce serait plutôt la modalité surdouée. Si ça fonctionne, c'est-à-dire que s'il arrive à élaborer son récit subjectif, ce qu'on a appelé rapport surdoué au monde, c'est d'abord le fait de ne pas pouvoir fonctionner de manière typique, c'est-à-dire de ne pas pouvoir croire suffisamment aux récits collectifs tels qu'ils existent pour se les incorporer de la façon dont se les incorporent la plupart des gens. Pour y adhérer inconditionnellement, en prendre des bribes, les fétichiser et construire son identité de cette manière. Donc, si je reviens au fonctionnement typique, dans notre société, on n'est plus chez les navires, on n'est plus chez les Amérindiens. En fait, on voit bien, pris sous cet angle, que d'une certaine manière, d'ailleurs, le fantasme de toute puissance et le fantasme de fusion sont un seul et même fantasme. Le fantasme, au fond, d'une continuité entre mon être et le cosmos. Simplement, ils sont pris sous deux modalités différentes. D'une certaine manière, le fantasme de fusion, c'est un fantasme qui est sous l'angle du ressenti. C'est-à-dire, je suis traversé par l'altérité, et nous ressentons la même chose, et nous fusionnons dans une espèce d'extase. Le fantasme de toute puissance, lui, il est dans l'idée que mon action, celle qui part de mon individu, s'inscrit potentiellement de manière infinie dans le monde, et marque de son empreinte le monde dans toute sa dimension universelle. Bon. Donc, c'est d'une certaine façon le même fantasme pris dans deux modalités différentes, et ces deux modalités changent beaucoup de choses. C'est pas absurde d'essayer de voir, comme a tenté de le faire la psychanalyse, et Freud le premier, de voir comment dans la genèse psychique d'un individu, ça se construit, et éventuellement à quel stade ça peut correspondre, à quoi ça peut s'accrocher. Ce dont nous ne sommes pas sûrs, nous, du tout, ce serait que ces fantasmes seraient des conséquences nécessaires et mécaniques d'un certain type de lien avec la mère ou un certain type de lien avec le père. Ils s'incarnent là-dedans, mais finalement, ils ont une fonction structurelle chez l'individu, dans l'affrontement des consciences potentiellement sidérantes, qui fait qu'il peut s'incarner aussi de multiples autres manières, suivant les cultures, suivant les organisations sociales dont on parle. Si on revient donc, revenons au concret, à l'individu qui fonctionne de manière typique, aujourd'hui, celui qui est censé avoir accepté la limite. Ce qui est au fond très nouveau, parce que finalement ce fantasme de toute puissance, il n'y a pas que chez les Amérindiens qu'il est à l'œuvre de manière assez explicite. Au fond, un croyant monothéiste, il y a encore pas si longtemps, il vit exactement dans la même chose. C'est-à-dire que et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que dans une communauté musulmane, le fidèle qui, plusieurs fois par jour, se tourne vers la Mecque, il n'est pas simplement en train de prier pour lui. Il est en train de sceller, à chaque rituel, de sceller un peu plus l'alliance entre Dieu et la communauté. La notion de communauté, elle est fondamentale dans les rituels religieux. D'où aussi l'idée que le péché d'un seul met en péril toute la communauté. Ce qui est... c'est Sodome et Gomorre, mais pas seulement, enfin, toute la théologie est faite de ça. C'est à chaque individu de contribuer à sceller l'alliance entre Dieu et les hommes, l'ensemble des hommes. Et c'est chaque individu qui risque de mettre en péril cette alliance. D'où, bien sûr, la recherche des coupables quand Dieu inflige des fléaux. D'où le fait que s'il y a un tremblement de terre ou une épidémie, il faut trouver qui a fâché Dieu. Là encore, d'une certaine manière, du coup, ça signifie qu'il n'y a pas de rupture évidente entre l'espace profane et l'espace sacré, ou même entre une vie privée et une vie publique. Quand les talibans interdisent aux gens d'écouter de la musique, même chez eux, alors évidemment, nous, vu d'ici, on se dit, mais ils ne respectent même pas la vie privée, n'importe quoi, enfin le mec écoute de la musique juste dans sa chambre, ça va, il fait chier personne, il est tout seul. Mais en fait, c'est une vision très naïve, parce qu'ils sont cohérents. En disant ça, je reconnais juste la cohérence, hein.
ça n'en fait pas moins des ennemis, pour moi, d'un point de vue politique. Mais je peux leur reconnaître une cohérence. C'est-à-dire que quand le gars il écoute de la musique tout seul dans ses chambres, en fait, il n'est pas tout seul. Il y a au moins un Dieu omniscient et tout-puissant, mais omniscient, qui est en train de le regarder. Donc, si Dieu a décrété que écouter la musique était un péché, ce qui ne va pas de soi dans le Coran, hein, ce sont certaines interprétations du Coran et de la charia qui font que la musique est totalement interdite. Mais enfin, bon, dans le cas où on l'interprète de cette façon-là, en effet, n'importe quelle personne qui, même seule dans sa chambre, écoute de la musique, est en train d'offenser Dieu. Et si on pense qu'une offense à Dieu, au fond, accomplie par un membre de la communauté, le reste de la communauté, dans la mesure où elle le tolère, s'en rend complice, et en tout cas risque de subir la colère divine, du coup, seul dans sa chambre, ça veut rien dire, en fait. Non, c'est pas de la vie privée, c'est de la sphère publique. Et ça touche aussi, ça, à l'extraordinaire complexité qu'il y a à définir réellement un espace privé d'un espace public, quel que soit le système de croyance dans lequel on est, d'ailleurs, c'est pas simplement vrai si on est croyant dans une religion monothéiste. Mais bon, ça, c'est une porte, justement, qu'on va juste à peine entreveiller, mais on s'y engouffre pas. En tout cas, reprenons aujourd'hui. Finalement, celui qui se construit de manière typique, en tant qu'il arrive à y croire, de quoi parle-t-on? On parle d'une confiance dans les récits collectifs qui fait que malgré tout, quand il agit, je veux dire, le prof, on va parler des profs en ce moment, je suis là-dedans, puis j'ai été dans l'éducation nationale pas mal de temps. Le prof qui fait son boulot et qui voit que les élèves somnolent, qu'ils apprennent pas grand-chose, etc., qu'est-ce qui lui permet de résister au fond? Qu'est-ce qui lui permet, quand il arrive quand même à y trouver du sens, justement à le trouver ce sens? Ce sens, il ne le trouve pas dans le rapport singulier, interindividuel avec ses élèves. Il ne croise pas de regard d'élèves qui sont passionnés, qui lui disent « Ah ouais, c'est génial !» et qui reviennent la semaine prochaine et qui ont développé tellement d'habiletés et tellement de choses par rapport à ce qu'il leur a transmis la semaine d'avant que du coup, il peut mesurer, il peut dire « Ah ouais, non, là, je suis prof, hein. Dis donc, il se passe quelque chose. » Non, du tout. C'est plutôt le contraire. Et pourtant, il peut trouver du sens. Quand il trouve du sens, comment il le trouve? Il le trouve en pensant que finalement, il est un petit rouage, mais un rouage important, d'une institution qui le dépasse infiniment. L'éducation nationale, et par-delà l'éducation nationale, la civilisation. Finalement, ce qui l'aide aussi ce prof à tenir, c'est que quand il voit la barbarie ailleurs, ou ce qu'il appelle la barbarie, ce qu'il voit comme la barbarie, enfin, quand il entend parler, je sais pas moi, d'excision dans les communautés africaines, qu'il entend parler d'enfants soldats, etc., ou qu'il y a des actes terroristes, il se dit, ça refonde sa croyance en la civilisation, et la civilisation avec un immense C. Et dans la mesure où il arrive à se convaincre du fait que l'école, c'est le fer de lance, c'est la tête de flèche, c'est la pointe de l'œuvre civilisatrice, l'école, malgré tout, même avec tous ses dysfonctionnements, sur lesquels il peut disserter par ailleurs, et ben du coup, la fois suivante, quand il fait l'appel le lendemain, et quand il finit le programme, et quand il corrige ses copies, il sent qu'il participe à sa mesure, à une œuvre qui le dépasse infiniment. Et donc, il est un de ceux qui agissent dans ce sens. Là aussi, imaginairement, il y a la toute-puissance. Il y a un fantasme de toute-puissance. De toute-puissance, c'est pas qu'il se met à la place de Dieu tout-puissant. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça, évidemment. Mais de toute-puissance, si on préfère, plus exactement, il y a un fantasme de puissance indéfinie, potentiellement infinie. En tout cas, qui dépasse infiniment ce qu'il peut apercevoir consciemment de l'effectivité de son acte. Son acte a une portée qui dépasse infiniment ce qu'il en aperçoit. Ce qui permet du coup que si ce qu'il en aperçoit est à peu près nul, c'est pas si grave. Et au fond, bien sûr que c'est la seule manière de résister à cette conscience de l'infinie fragilité de l'être humain et de l'infinie fragilité des choses, du fait qu'un jour l'espèce va s'éteindre et que finalement, en un sens peut-être, rien de tout cela ne sert. On ne peut pas rester dans cette conviction. Il faut en sortir. Donc il faut au moins imaginairement se raconter autre chose. Mais quand on n'arrive pas à y croire, quand on est prof, on n'arrive fondamentalement pas à y croire à cette institution. Pour des raisons qui ne sont pas d'abord idéologiques, qui ne sont pas d'abord parce qu'on aurait une culture ou un regard très critique, ou parce qu'on aurait lu plein d'anthropologie, et que du coup on s'apercevrait bien, ou qu'on aurait une réflexion de philosophie politique qui ferait qu'on remettrait en cause la transmission du savoir aujourd'hui dans cette société. Non, pour une raison plus impalpable que ça, beaucoup plus immaîtrisable, et qui renvoie finalement à la manière dont on s'est construit dès l'enfance. C'est-à-dire que finalement, on n'arriverait pas à ne pas voir la facticité de ces récits tels qu'ils sont proposés.
et qu'on serait obligé de les réinterroger en permanence. Pour celui-là, ça suppose que, exactement de la même façon que le fantasme fusionnel, son fantasme de toute puissance à lui, il doit trouver moyen de l'incarner. Donc il doit beaucoup plus activement se poser la question des résonances de son action, des résonances qui dépassent infiniment ce qu'il peut en percevoir, etc. Ce qui l'oblige quasiment à penser de manière active et explicite les résonances éventuellement spirituelles, métaphysiques ou au moins politiques en un sens très général, de ses actes, et à soulever et à s'inquiéter de ces dimensions, de la moindre de ses actions dans le monde. Ce qui évidemment, pour le coup, dans le regard des interlocuteurs, est toujours une bizarrerie. Ouais, enfin bon, on va pas s'encombrer de toutes ces questions, enfin, si déjà on fait ce qu'il y a à faire, c'est bien. Et en effet, ça semble, on voit bien dans cette disproportion, dans cette sidération réciproque, tout ce qu'il peut y avoir de pathologisation très aisée du surdoué. Parce que le prof habituel, ben voilà, il finit le programme, bon. Il n'est pas constamment en train de se dire explicitement qu'il fait œuvre civilisatrice. Ça, c'est finalement une sorte de mélodie de fond qui le tient sans même forcément qu'il s'en aperçoive. Si on file la métaphore musicale, c'est presque comme les basses, c'est-à-dire c'est une espèce de murmure semi-conscient voilà, c'est ce sous-bassement à partir duquel il élabore tout le reste. Et il l'oublie en fait ce sous-bassement, enfin, il n'en a plus conscience, parce que c'est là, c'est acquis. C'est quand on l'a pas que justement ça hurle, et qu'il faut le construire, du coup explicitement, qu'il faut le tenir explicitement. Donc entre celui qui voilà, fait à peu près ce qu'il a fait, et l'autre, qui ne peut pas s'empêcher de poser 1000 questions, et 1000 questions à une échelle qui semble, voilà, on est juste sur un truc là, un truc précis, il s'agit de régler le cas d'un élève, ou il s'agit de remplir une tâche, là, précise, et il y a un Gugus qui, lui, ne peut pas s'empêcher de parler de géopolitique, ou d'anthropologie, à propos de cette situation concrète. Ça l'emmène tout de suite, nécessité de parler de ça. Évidemment qu'il passe pour un dingue. Et évidemment que quand le fait qu'il en parle, quand c'est vécu sur le mode de l'impuissance et de la souffrance, évidemment que le psy qui le reçoit, la plupart du temps, il voit ça comme une preuve de pathologie complète. Une espèce de mégalo, ou dans la toute-puissance infantile, ou etc., etc. Enfin, c'est fléché, c'est vraiment la réponse, et c'est bien en plus, ça économise au psy de devoir réfléchir. De toute façon, si la plupart des psys réfléchissaient, ça se saurait. Psy, toute obédience. Hein. Donc, bien sûr, il y a une commodité là. Et c'est là que le verre est dans le fruit, parce qu'en plus, celui qui vient avec sa souffrance, il comprend pas non plus, donc il est tout prêt à gober le fait que, ah bah oui, c'est complètement pathologique. Et de la même façon, d'ailleurs, quand dans le travail sur lui-même, face au psy, il se met à poser des questions philosophiques, ou des questions politiques, géopolitiques, enfin des questions... Bon. C'est souvent pris par le psy comme le signe d'une résistance. Comme si, bon, voilà, enfin, c'est pas pour ça que vous êtes venu, et puis ça, forcément, c'est pas vos vrais problèmes, c'est papa, maman, et votre boulot, et vos copains, et vos enfants, et votre conjoint, ou si vous en avez, et puis voilà, c'est tout. La géopolitique, oui, bon, bah voilà, c'est bien malheureux qu'il y ait des Africains qui crèvent de faim, ou des enfants soldats, ou machin, mais bon, enfin, c'est pas le propos. Ce qui leur permet de dire c'est pas le propos et de concevoir ça comme une résistance, c'est que finalement, ils s'appuient, sans même s'en apercevoir, sur une vision du monde où effectivement, bien sûr que leur action a une efficace là, a des résonances là, mais dont ils sont déchargés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à y penser. Simplement, s'ils font ce qu'ils ont à faire là où ils ont à le faire, comme ils ont compris, alors forcément, d'une manière ou d'une autre, ça a des répercussions sur l'ensemble. Voilà, il suffit de faire ce qu'ils ont à faire. Finalement, exactement comme la fusion n'est pas avec l'interlocuteur, mais est avec une sorte de modèle, de groupe fantasmatique, de la même manière, là, la toute-puissance, au fond, elle est déléguée au groupe auquel on s'identifie, auquel on appartient, à ses normes, à ses règles. Et si je tiens ma place, d'une manière ou d'une autre, la grande machine, aujourd'hui c'est pensé plutôt sous l'angle de la machine, enfin, c'est la grande métaphore, au fond c'est la grande métaphore d'ailleurs de l'industrie, et du capitalisme et de la division du travail dite scientifique, avec cette idée que c'est moins un organisme qu'une machine où si chacun tient sa place,
est exactement à la bonne place, the right man in the right place, il y a quand même quelque chose qui va aller vers le progrès, vers le bien. Bon. Mais à partir du moment où c'est le tout, c'est le corps social, c'est l'institution qui s'en occupe de ça, l'individu en est déchargé. Donc en effet, dans sa tête, du coup, ça met de la limite. Ça met de l'apparence de limite. Ça lui permet, je l'ai dit, effectivement, de mettre une frontière et de limiter les questionnements. De les limiter d'ailleurs au point qu'ils en deviennent très souvent complètement stériles. C'est-à-dire de les limiter à un coût cognitif extrêmement grand et à un coût humain peut-être encore plus grand, parce que c'est pas simplement des limites extérieures, mais c'est aussi, on en a parlé, et j'y reviendrai, des limites dans le traitement de l'information intérieure. C'est-à-dire que même ses émotions véritables, il les traite peu. C'est son intériorité, il faut pas trop la connaître, il faut pas trop l'explorer, parce que là aussi on va vite vers de l'indéfini ou de l'infini. Bon. Donc, évidemment que c'est vu comme pathologique. Et c'est là qu'il y a un glissement terrible, parce que la vraie cause de la souffrance et le fait que ça tombe dans la pathologie, c'est pas du tout le fait qu'il y ait du fantasme de toute puissance à l'œuvre. Heureusement que ceux d'entre vous qui, je sais pas, dès que vous devez connaître, ceux qui regardent ces vidéos, ils doivent connaître par cœur. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'ils se mettent à, je sais pas, ils se disent ah tiens, je vais faire de la photo, c'est chouette la photo. Et ils prennent un appareil photo. En fait, ils ont tout de suite envie de faire du Cartier-Bresson ou de faire des photos sublimes. Enfin, ils ont envie de faire. Bon, s'ils se lancent ils disent ah ouais, c'est bien la sociologie. Ouais, mais en fait, ils n'ont pas juste envie de réfléchir sur un petit problème sociologique, ils ont envie de révolutionner la sociologie, ils ont envie de la comprendre tout entière. Et en plus, ça les amène immédiatement à la philosophie, à l'économie, et ça, ceux d'entre vous qui vous heurtez régulièrement à ça, bien sûr que c'est pas facile de pas se tyranniser avec ça et de pas le vivre dans l'échec. Bien sûr que toute la difficulté, tout l'enjeu, exactement comme pour la fusion, ça va être de construire des pratiques qui intègrent explicitement la dimension onirique, la dimension fantasmatique, la part d'imaginaire là-dedans, et qui permettent finalement que la limite que l'on découvre, pas celle qu'on s'était fixée au départ, ne brise pas le fantasme de résonance infinie, le fantasme de toute puissance, mais finalement permettent de le faire jouer dans la construction de quelque chose, et que finalement la frustration ou le manque devienne un élément et un moteur, et non pas une souffrance et le signe d'une condamnation. Là encore, exactement comme pour la fusion, je sais que c'est très frustrant, mais j'en reste là parce que c'est beaucoup trop complexe pour pouvoir se déployer, et il n'y a pas une boîte à outils, il n'y a pas des solutions miraculeuses, et il y a quelque chose, encore une fois, sur lequel on est en chantier pour arriver à le formaliser. C'est au fond pas mal de vécu qu'on essaie de formaliser, auquel on essaie de donner corps dans des concepts très précis. Bon. C'est pas simplement qu'il n'y a pas de boîte à outils, c'est même que les outils, pour l'instant, ils sont en cours de... on est au marteau dessus, on est en train de les forger. Mais c'est pas nécessairement pathologique. Ça n'est pathologique, au fond, que si on a le sentiment, si on est pris dans une espèce de tyrannie d'injonction où forcément la dimension onirique est forcément ce qui est une espèce d'héritage malheureux de trucs dont on n'arrive pas à se débarrasser, et qu'en fait il faut avoir les pieds sur terre et être dans la réalité. Non, il faut accepter pleinement la dimension imaginaire de tout acte qu'on accomplit et être capable de jouir de cette dimension imaginaire tout en jouissant aussi finalement du moment où cette dimension imaginaire s'effondre, se recompose, du moment de la frustration, du moment où ça se casse la figure et ça se remonte et bon, voilà. Mais évidemment cet apprentissage, il est d'autant plus difficile que toute une société indique que c'est une impasse, que toute une société dit à celui qui a envie d'aller sur la Lune, qui a envie de changer le monde, c'est mignon, c'est sympa. Bon, et plus concrètement, et du coup, il faut quasiment redécouvrir tout seul ou réinventer tout seul comment on fait avec ça. Comment on fait pour finalement vivre ça de manière heureuse. Mais c'est possible. Et en tout cas, c'est évidemment par là que ça se passe. Par là qu'est la solution. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le travail psychanalytique avec les gens qui ont ce profil tel que je le conçois n'est pas du tout une thérapie. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça suppose effectivement des échelles de travail très complexes. Parce qu'en effet, celui qui à un moment donné parle de géopolitique, il n'est pas en train juste de résister parce qu'il ne parlerait pas de papa et maman. Oui, bien sûr, si on reste simplement dans des discussions conceptuelles, ontologiques, politiques, anthropologiques,
sans voir comment elle résonne avec la singularité de chacun, avec son histoire dans ce qu'elle a de plus intime, on n'est pas dans le travail. Mais si on pense qu'il n'est question que d'intimité, et que cette dimension-là n'est pas un élément essentiel de la quête du sujet, on loupe tout. C'est dans l'interaction que ça se passe, à toutes les échelles. Voilà. Donc, au passage, pour ceux qui connaissent un peu la psychanalyse notamment, ou la psychologie, vous vous apercevrez que, évidemment, ce qui s'y passe là, c'est aussi que ça refonde totalement le sens de ce qu'on appelle habituellement toute puissance et fusion. Et je pense que c'est un pas théorique extrêmement nécessaire, pas simplement pour pouvoir travailler avec des surdoués en cabinet, mais c'est un pas théorique extrêmement nécessaire pour pouvoir articuler des disciplines qui jusqu'à maintenant s'ignorent, l'anthropologie d'un côté et les disciplines qui étudient la psyché de l'autre.